James, non mais j'ai jamais vu autant de poils. Non mais qu'est-ce que c'est que cette touffe? Non mais c'est énorme. Non mais attends, non mais vous croyez quoi? On est en 71 là, on n'est pas en l'an 2000 avec les petites tapettes là et To Be Free qui se rasent les poils hein. Tu vois ce que je vais te mettre. Now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 14, épisode 5. Cette semaine, émission L'ordre et la sécurité du monde, exotisme et mythes. On retourne voir nos vieux héros, on doit remplacer l'espion qui venait du froid. Soyez indulgents, même si on ne débute pas dans le métier. On a avec nous le mot de passe qui doit nous guider à tous les espions du quartier, c'est Chou 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 Boogie. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et donc au programme, vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Eddie Mitchell, Chou 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 Boogie. Donc nous allons parler du retour du plus grand et du plus vieux agent de Sa Majesté, donc 007, qui revient dans Mourir peut attendre, réalisé par Cary Fukunaga. Et après nous parlerons d'un film italien de 1976 réalisé par Bruno Corbucci, le frère d'eux, avec le meilleur acteur du monde, donc Thomas Milian, grâce à Artus Film qui ressort en DVD et Blu-ray, Flick Engine aka Squadra Anticepio, le premier film donc de la saga de Nico Giraldi, saga fameuse et merveilleuse. Et après toute fin en notule, une de nos membres nous parlera donc de Notturna. Noturno, oui, c'est pas vraiment une langue exacte, hein, vous savez, c'est de l'italien. Donc réalisé par Gianfranco Rossi. Et donc au programme, pas du tout. Autour de cette table, donc il y a oh là là. C'est parce que ça commence super mal cette émission. Ouais, ça commence très mal. On te regarde te perdre un peu. Donc autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. Vous l'avez entendu, elle est de retour dans l'émission. C'est Justine. Bonsoir Justine. Bonsoir. À ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. À ma droite, pas toujours à ma droite, il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et pour donc compléter l'équipe qui est complète, il y a de retour parmi nous, il y a le grand Simon. Bonjour Simon. Bonsoir à tous. Qui a changé de système pileux encore, non? Oui, c'est ça. Il y a un cognito ici, il est un peu... Il se droitise un peu là, les ça, élections clairement. approchent. Tu te fais propre pour les élections, c'est bien, t'as raison. Et donc à propos de droitard, la maison de cette émission, bien évidemment, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Je ne cautionne pas du tout, mais bonsoir. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Rapidement, donc parce que le programme va être dense, moi je suis chaud patate. Les agendas, donc ce soir, en ce moment même, à la Parcheminerie a lieu une rencontre par nos amis du Cinéma est mort avec Jean-Baptiste Aurey à l'occasion de la sortie de son ouvrage sur Michael Mann, Mirage du contemporain. Mais nous en reparlerons dans 3 semaines. Et à 20h15, vous aurez le plaisir de voir ou revoir le film de Michael Mann de 1986, Le Sixième Sens, aka Manhunter, dans une magnifique copie restaurée. Un des très grands polars de la fin des années 80, avec un William Petersen au top de son game. Et un Brian Cox en Hannibal Lecter qui est très bien. Et un Tom Noonan en dragon rouge absolument terrifiant. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Demain au tambour, donc double programme comme d'habitude, avec à 18h cris et chuchotements de Ingmar Bergman. Et à 20h30, La Fureur de vivre de Nicolas Ray avec James Dean. Donc soirée feel good. Voilà, exactement, soirée bonne humeur et chamarré. Et sinon, au TNB, ce jeudi, donc le 14 à 20h, le TNB vous propose, en partenariat avec un professeur émérite, un maître de conférence, émérite de l'université Rennes 2, donc Eric Touvenel, une séance autour de courts-métrages expérimentaux. Donc il y a 8 courts-métrages. Et donc, bien évidemment, ces films seront présentés et accompagnés par Eric Touvenel, donc au TNB à 20h. Agenda national, quelques petites panouilles qui sortent demain. Donc il y a le nouveau film de Ridley Scott, Le Dernier Duel, avec Matt Damon, avec Ben Affleck et avec le Zizi de Adam Driver, donc qui sort un film de chevalier en Dordogne qui a l'air assez moche, mais bon. D'ailleurs, j'ai appris que l'autre film de Ridley Scott qui sort en fin d'année, House of Gucci, fait 3h15. Donc ça, c'est clairement sans moi. On a tellement hâte. On a tellement pas hâte de voir Lady Gaga au milieu de genre de connards qui parlent de la mode. Avec Adam Driver aussi. Avec Adam Driver aussi. Ouais. Oui. Bah tant qu'à faire, autant enchaîner 2 méfaits à la suite, comme ça se voit moins.
Sinon, dans la catégorie blockbuster français sort Eiffel, donc sur la construction de la tour Eiffel, donc de Martin Bourboulon. Rien à voir avec Football League, précisons bien. Oui. Donc voilà, de Martin Bourboulon qui va réaliser Papa ou Maman, et qui va bientôt réaliser Les Trois Mousquetaires. Donc voilà, c'est que Romain Duris qui construit la tour Eiffel par amour. Et surtout une scénariste qui s'est fait spoiler à peu près tous ses droits et même son nom. Donc voilà. Sinon sort le nouveau film de Joachim Trier, cinéaste norvégien, suédois, scandinave. Donc, Danois. Oui, voilà. Scandinave. J'étais pas loin, exactement. Vous voyez. Donc, qui s'appelle Julie, entre parenthèses, en 12 chapitres. Alors, je sais pas si les parenthèses sont d'origine, mais ça, clairement, c'est bien une traduction française. Ouais. Ça manque juste que chapitre soit aussi entre parenthèses à l'intérieur de la parenthèse. Avec le S. Et avec le S à la fin. Donc voilà, qui était au dernier festival de Cannes. Sinon, il y a un nouveau film s'appelle L'homme de la cave. J'ai juste noté parce que ça m'a fait rire, parce que l'homme de la cave, c'est François Cluzet. T'imagines, genre, tu achètes une baraque et en fait, dans ta cave, il y a François Cluzet avec une barbe et des cheveux gras. T'es genre, ça c'est clairement un bon pitch de film d'horreur. Hein. Mais donc voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais je me suis dit, c'est quand même drôle. L'homme de la cave, c'est François Cluzet. T'étais l'enfer total, quoi. Genre double peine. En même temps, c'est mieux que si c'était Gérard Depardieu, parce qu'il faut le nourrir, oui, l'homme de la cave. Alors que François Cluzet, à mon avis, un peu de boulgour, 3 haricots verts, c'est réglé. Mais ça me rappelle un film aussi avec Jean-Hugues Anglade, je crois, et Romain Duris, je crois, un truc qui s'appelait Dédale ou je sais plus quoi, où genre pendant toute la bande-annonce, en gros, t'as juste Jean-Hugues Anglade qui apparaît derrière Romain Duris, qui fait coucou, ah mon dieu, c'est formidable. En même temps, moi aussi, j'aimerais pas voir Jean-Hugues Anglade qui déboule derrière moi, mais c'est quand même mieux que François Cluzet, quoi. Je sais pas, quitte à choisir. Je sais pas. Les paris sont ouverts, hein, vous pouvez nous répondre. Et donc, sinon, on en parlera peut-être dans les prochaines à venir. C'est un gros programme pour le coup. C'est la ressortie en salle et bientôt aussi en DVD Blu-ray de La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo. Immense chef-d'œuvre du film politique, du film de guerre, et qui a été même étudié par nos amis de la CIA. C'est dire à quel point c'est bien. Donc, un grand chef-d'œuvre, j'espère qu'il repassera à Rennes. Vous n'avez pas d'autres news, messieurs, d'autres attentes, d'autres envies peut-être, l'envie d'avoir envie, moi, je suis docteur. un peu largué en sortie cinéma, là, j'avoue. C'est mon travail, c'est pour ça que je suis là pour vous. Ne vous inquiétez Heureusement que tu nous aiguilles sur des films formidables comme Eiffel ou L'homme de la cave. Voilà, je suis un peu comme sont dignes de susciter notre intérêt. Je suis un peu comme un phare dans votre nuit et brouillard. Tout à fait. Voilà. Merci, c'est bien dit. Bien dit. Merci. Donc on va passer à la section critique de cette émission et donc on va rejoindre le meilleur agent de Sa Majesté et on se met tout de suite en jambes. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et donc c'était le thème de James Bond 007 composé par Monty Norman et interprété et orchestré par le John Barry Sextet bien évidemment. Donc extrait de la bande originale du premier film James Bond produit par la société Eon en 1962 réalisé par Terence Young et donc là c'est le retour après un an après avoir été repoussé 3 fois en 1 an et demi puisque le film devait sortir en avril 2020 donc du nouveau James Bond 25 donc réalisé par Kari Fukanaga, qu'on connaît notamment pour la première saison de True Detective, mais aussi le film Beast of No Nation avec Idris Elba. Et donc, film marquant et important à plus d'un titre, notamment car il signe aussi le retour en salle après 6 ans d'absence de Simon. Voilà, donc Simon, c'était ton premier film. Donc, c'est un double événement finalement pour ce 007. Ouais, je dois dire que je suis assez déçu par les salles de cinéma parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Et on peut pas j'avoue fumer. que j'aime pas énormément en fait. La salle obscure en fait. C'est trop noir. Ouais, je vois pas vraiment l'intérêt en fait. Mais bon, c'est un avis. Merci Simon, à bientôt de retour pour d'autres analyses sur le monde du cinéma moderne. Et donc, on va quand même revenir sur ce nouveau Bond qui est le 5e de Daniel Craig et qui marque la fin de son run en tant que meilleur agent de Sa Majesté parce que Daniel Craig commence à être quand même un peu vieux entre guillemets maintenant pour jouer Bond puisqu'il a 53 ans et il ne veut probablement pas finir comme Roger Moore sur la fin de son run comme James Bond au milieu des années 80 où clairement il avait même besoin d'une doublure pour aller lui beurrer ses tartines. Donc là clairement on va éviter le ridicule, d'autant que Craig pour le coup s'est physiquement énormément investi dans les Bonds, il s'est pété à peu près tous les membres possibles et imaginables, le dos, les jambes, les bras, le cou. Donc physiquement je pense qu'il fatigue un peu et qu'il veut peut-être revenir à des trucs un peu plus mollo sur l'action. Parce que on va dire il s'était fait en plus il s'est fait prier déjà sur pas sur celui-là mais sur celui d'avant sur Spectre et sur celui-là aussi voilà, il s'est arrangé pour qu'on allonge bien la monnaie quand même il a une bonne rallonge je me fais pas trop de soucis pour sa retraite on va dire mais donc je vais revenir avant de parler vraiment du film et de dire ce qui peut faire l'intérêt et ses limites. Rappeler quand même peut-être quelques évidences que Bond, donc en tout cas tel que produit par la société Eon, parce qu'il y a eu des variations mais qui sont entre guillemets hors continuité, notamment un remake d'Opération Tonnerre qui s'appelait Jamais plus jamais par Irving
Kirchner en 1983 qui était un peu mou du cul, notamment à cause de la musique à chier de Michel Legrand, mais ça c'est habituel. Et donc là c'est la 25e itération, c'est la première fois que le film est réalisé par un Américain. En général c'est que des metteurs en scène du Commonwealth, excepté pour The Something of Boris, donc en 2008, autrement dit Quantum of Solace, qui a été réalisé par le Suisse-allemand Mark Foster. Donc déjà c'était quand même un mauvais signe. Et donc le principe est toujours de toute façon dans les 007 un peu toujours le même, c'est à la fois des intrigues qui sont assez similaires. À chaque fois, chaque film sera presque une variation sur un même thème. On peut dire que c'est presque du jazz finalement, à la fois en termes de personnages, en termes d'intrigue, en termes de rebondissement, en termes de méchants. Ce seront toujours strictement des variations. Et ce qui fait aussi l'intérêt des 007, c'est que tous les 4-5 films, voire parfois un peu plus ou un peu moins, l'acteur change, donc souvent pour des questions d'âge et pour des questions de génération, et que chaque acteur qui va jouer 007, donc entre Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et puis Craig, chaque acteur va apporter à la fois sa personnage et une manière de jouer et de voir le personnage assez différente. Chaque film, chaque génération de Bond sont aussi les reflets de leurs époques en termes de cinéma d'action, puisque assez vite quand même les Bond ont arrêté d'être la référence de l'action pour justement la suivre et presque la commenter, où du coup finalement chaque film est un marqueur et une image du cinéma de son époque. Donc quand c'est la blaxploitation qui marche, on fait Vivre et laisser mourir. Quand ce sont les films de kung-fu, c'est On ne vit que deux fois. Quand ce sont les films avec des narcotrafiquants un peu plus terre à terre, ça va être les films avec Timothy Dalton, La chute du mur et l'arrivée, on va dire, des effets spéciaux numériques. Ça sera plutôt l'ère Brosnan, et la période avec Craig est justement marquée par plusieurs ruptures dans le cinéma d'action américain, parce qu'il y aura quand même plusieurs variations autour du filmage de l'action dans les Bonds avec Craig. Au départ, il serait plutôt influencé par les films de Doug Liman et de Paul Greengrass, donc les Jason Bourne, mais après on va aussi passer par la case Christopher Nolan avec Spectre, ce genre de choses, et à partir de Spectre, ça sera plus finalement un film qui va, enfin en tout cas 2 ou 3 films qui vont se marveliser. Donc c'est-à-dire que entre Skyfall, Spectre et celui-là No Time to Die, finalement ils ne peuvent plus se voir indépendamment les uns des autres comme tous les Bonds précédents, parce que là au contraire il y a un vrai fil narratif qui se déroule sur plusieurs films. J'allais me dire depuis le Couscous Royal en 2006 jusqu'à celui-là, il y a pour le coup une véritable intrigue qui tient tout le long du film, mais qui n'est pas non plus excellemment bien gérée, parce qu'on voit clairement que les mecs y naviguaient à vue. Avec les 2 scénaristes, c'est Purvis et j'ai oublié l'autre, qui sont les scénaristes des Bonds depuis 1996, où eux-mêmes d'ailleurs ils disaient que dans le making-of de Meurt un autre jour, ils disaient qu'ils trouvaient leur inspiration et qu'ils travaillaient au pub. Et dans certains épisodes d'ailleurs ça se voit peut-être un peu trop qu'ils aiment bien travailler au pub. Moi je pense que j'ai toutes les compétences pour pouvoir écrire un 007 sans problème, j'ai plein d'idées, donc appelez-moi Ion si vous voulez. Je te coupe juste un instant, c'est sur l'influence en fait. Tu parlais un peu des Jason Bourne, et je pense que formellement c'est vrai que on s'en est un petit peu départi, même si à un petit moment on revient un peu à partir de Skyfall. Vraiment ouais, c'est ça, à partir de Skyfall on s'en départi. Par contre je pense que l'influence elle joue sur tous les derniers en fait, dans la mesure où maintenant le problème de James Bond c'est à la fois une sorte de quête d'identité, d'arriver à se repérer dans un monde qui est on va dire de plus en plus opaque. C'est-à-dire que dans les premiers James Bond il cherchait à trouver qui était le méchant, mais tout était assez clair. Maintenant il y a quand même cette idée que James Bond il sait pas qui lui donne les ordres, qui sont les ennemis, il passe son temps à se demander. En fait, mais... c'est ça, et il arrive plus à trouver vraiment de place, et il y a quand même ce côté-là, je pense, qui vient clairement de Jason Bourne en fait. Oui. Brosnan disait ça, je crois, il me semble. Oui, comme une sorte de gros bourrin qui se retrouve dans un roman de John le Carré, quoi, en fait. Mais déjà, ça a commencé en fait avec les Brosnan, parce que clairement, quand on appuie les communistes comme grands méchants, ils étaient clairement perdus, et parce que c'est comme les meilleurs méchants possibles après la Seconde Guerre mondiale, les communistes, vu qu'il n'y a plus de nazis non plus, qu'il n'y a plus de communistes, on peut pas non plus faire que des Arabes les méchants, donc il fallait trouver justement d'autres choses avec les hackers, avec on va dire les bioterroristes, le contrôle de l'eau dans The Something of Boris et puis compagnie. Et là du coup, pour revenir sur Bond par Craig, ce qui faisait vraiment en tout cas la spécificité de Craig en Bond, c'est que donc c'était une origin story à partir de Casino Royale, c'est que lui c'est vraiment un bourrin, c'est un bloc, c'est-à-dire que quand les mecs ils sautent les parapets, lui il va défoncer le mur, ça va être hyper brut, donc il va être beaucoup moins sympathique aussi, où clairement Craig, t'as pas l'impression qu'il prenait beaucoup de plaisir à jouer 007, et ce qui moi m'a longtemps gêné dans ses Bonds à lui justement, c'est que normalement James Bond il est quand même hyper content d'être 007 parce que c'est cool, parce qu'il peut tuer, parce qu'il a un permis de tuer, mais donc
au service de la reine, il passe son temps à picoler, il voyage, il baisse des belles gonzesses, alors que là t'avais un peu l'impression que ça l'emmerdait quand même. Donc à la fois il y avait ce côté ultra bourrin, même dans le physique de Craig, qui est quand même un mec qui est hyper charpenté, qui est vraiment beaucoup plus stock que tous les Bonds précédents, mais il voulait mettre entre guillemets un cœur au personnage, alors qu'il a déjà eu un cœur dans plusieurs Bonds précédents, parce qu'il est quand même assez fleur bleue, et on rappelle qu'il a été marié avec la meilleure Bond girl, qui est Jane Eyre dans Au service secret de Sa Majesté de Peter Hunt. Mais donc il a rajouté l'histoire d'amour avec Vesper, puis il sait pas, il est compliqué, il est perdu, est-ce qu'il est romantique, est-ce qu'en même temps toutes les femmes ça serait pas des grosses salopes, et mais en même temps il est aussi romantique quand même. Et là ça revient donc à partir de Spectre, puisqu'il tombe amoureux du personnage de Madeleine Swann qui est joué par Léa Seydoux, et donc cette intrigue amoureuse on va dire se continue dans No Time to Die, et je trouve que ça montre clairement les limites du run de Craig, parce que je trouve que le film de Fukunaga a à la fois les meilleurs côtés de tous les films de Craig et aussi les plus mauvais. C'est-à-dire qu'en termes de filmage de l'action, c'est peut-être parmi les plus propres de tous les 007. Quand ça veut vraiment filmer de l'action, c'est hyper efficace, c'est bien chorégraphié, les bastons sont intéressants, tu auras des choses d'humour qui vont bien fonctionner, et il y a tout ce côté émotionnel, ce côté intrigue amoureuse qui ne fonctionne, je trouve, absolument pas. C'est-à-dire que tout le versant émotionnel qui prend beaucoup de place dans No Time to Die, parce que le film est vraiment très touffu, il fait 2h40 bien tapé l'enfoiré, donc clairement la sécheresse narrative c'est plus tout leur truc, mais ça c'est pareil, c'est un des marqueurs de l'époque qui font que tous les blockbusters durent plus de 2h30. Les Nolan, les Marvel, les Denis Villeneuve, tout ça, c'est vraiment, on va en faire des caisses pour montrer qu'on fait un grand film. Et là, c'est pareil, on va faire des grandes scènes de dialogue, filmées en champ contre champ, où clairement personne n'est concerné. Et à la fois parce que les scènes de dialogue, on va dire intimistes, je trouve, sont vraiment pas très bien écrites et pas hyper intéressantes. Et il y a surtout aucune alchimie amoureuse et même d'acteurs presque entre Léa Seydoux et puis Craig. Il faut dire que c'est quand même deux acteurs qui sont quand même assez caractérisés par leur côté monolithique. Je trouve qu'on en a parlé avec Simon en sortant du film. Léa Seydoux, pour le coup, elle est pas vraiment mauvaise, mais sauf que le rôle est tellement mal écrit, elle a vraiment pas grand chose à jouer, en fait, à défendre, et donc finalement ça tombe vraiment à plat. Et il y a beaucoup de scènes intimistes entre elles qui se voudraient fortes, qui se voudraient justement intéressantes sur l'amour, la mort, tout ça, machin, et en fait ça fonctionne absolument pas, et ça plombe tout le rythme du film dans toute la deuxième partie. Mais comme Craig, parce que moi je me souviens d'avoir vu, comment il s'appelle ce film de Ryan Johnson, À couteau tiré, et où moi j'avais été surpris de trouver Craig très très bon dans ce film-là, drôle, de le trouver. Et justement, tu retrouves ce côté un peu plus léger et un peu plus drôle dans celui-là. Il est à la fois, ça reste un bloc brut qui va dézinguer tout le monde, mais il est un peu plus charmant, il est un peu plus léger, il fait des blagues, il passe son temps à picoler, et quand il tape la gueule des gens, il est quand même content de le faire, quoi. Et quand Bond est content de taper les gens, moi je suis content. Ouais. Alors juste pour venir un peu plutôt sur le côté action, parce que je suis complètement d'accord avec Thomas, mais j'ai trouvé que le film avait été un peu entre deux pôles, c'est-à-dire un côté Christophe Honoré et un côté un peu Gérard Butler par moment. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. Moi j'achète. Gérard Butler dans un film de Christophe Honoré, ne me dis pas des choses comme ça. Peut-être que tu vas bien aimer. En fait, on a entendu pas mal de louanges sur l'action, et j'étais un peu surpris, c'est-à-dire que Fukunaga, au tout début, quand il commence une scène d'action, on le disait un peu, il reprend un petit peu à bourne. Au début, il y a une bagarre en caméra portée, etc. Je me suis dit assez étonnant parce que c'est pas trop son genre. Et sinon, après, il va avoir une mise en scène qui utilise toujours latéralité ou profondeur de champ, etc. Avec quelque chose de très propre, d'assez symétrique et qui marche assez bien. Et notamment, alors autant je suis pas toujours hyper passionné par ça quand c'est des combats de corps à corps ou des types qui se poursuivent, autant je trouve que c'est un des meilleurs James Bond pour les questions de course-poursuite en voiture. Toutes les scènes avec des voitures, on n'a pas un surdécoupage, c'est ça, des motos, même quand il y a un hélicoptère, etc. Il y a une sorte les plans sont intéressants, ça marche très bien, il y a des rentrées dans le champ, l'hélicoptère qui rentre dans le champ par le haut, on l'a pas entendu, il y a des trucs qui sont pas mal comme ça. Là où à mon avis ça va poser problème, c'est plus le film avance, en fait, c'est que James Bond dedans, comme il a des problèmes, on va dire, psychologiques, ses problèmes amoureux, etc., on sait que s'il va être blessé par quelque chose, ça va être par la psychologie ou par cette histoire d'amour. Et donc, des balles. Il s'en fout complètement quand on lui tire dessus. Mais à un point... en même temps, les mecs tirent très mal. Alors, les mecs tirent très mal, mais je sais qu'il y a une scène au début, il y a un type qui lui tire dessus à vue, et James Bond reste debout, en plein milieu. En plein milieu d'un pont. Champ découvert, au milieu d'un pont, champ découvert, il tourne juste la tête, il voit le mec qui lui tire dessus, il va se cacher, mais il va se cacher en marchant, quoi. Et... on a ça plus. Alors, ça, à la limite, c'est rigolo parce que c'est la scène pré-générique, mais plus le film avance, plus on a ce sentiment-là. C'est-à-dire qu'il y a une scène un moment de poursuite en voiture qui est bien réussi et tout ça. James Bond s'arrête en forêt, et c'est là qu'il commence à devenir un peu Gérard Butler. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il quitte un peu son rôle de James Bond, il se dit, je dois protéger ma famille parce que
On comprend qu'il est avec sa famille, etc. Et donc il a pu son costard, etc. Il devient une sorte d'homme du commun. On attaque sa famille, je les défonce. Et là, c'est fini le Walter PPK et la classe quand il se bat. C'est-à-dire, il a un gros Six Hour et une énorme mitraillette et il va défoncer des mecs, mais violemment. C'est-à-dire qu'il se planque plus et il les explose. Il est décapité avec du fil. Entre ouais, les c'est arbres, ça. Ouais. Ça devient un James Bond ultra bourrin. Et encore, cette scène-là pourrait être assez marrante jusqu'à la scène de la base où, à mon avis, ça devient un peu à son comble. C'est-à-dire, là, on filme juste James Bond tirer sur des mecs, mais on le montre même plus les mecs sur lesquels il tire. C'est-à-dire que c'est devenu une sorte de Terminator. Il défonce tout le monde. On entend éventuellement les mecs tomber. Le côté Metal Gear Solid, en fait, où Ouais. pareil, t'auras un plan séquence où il monte dans une tour avec des mano-mano, Ouais. il tire sur des gars, tout ça. C'est ça, et donc il y a le côté John Wick aussi, il commence à faire plein de one-shot de mecs défoncés, et le plan séquence, alors tout le monde l'a trouvé chouette, mais je le trouve mieux, je sais pas, il y en a eu plein qui sont sortis depuis des années, même ensuite de Sans aucun remords était mieux, je sais pas, il y a eu même Tyler Rake, là, le film sur Netflix où t'avais un plan séquence beaucoup plus long. Le film est nul, mais le plan séquence est plus intéressant. Là, j'en avais rien à foutre, t'es dans un couloir qui est dégueulasse, et t'as plein de pognon. Même Et dans la chute de l'eau. est-ce qu'il est Ouais, bien Est-ce que dans la chute de Londres, il est beaucoup mieux. Est-ce que c'est Mais en mieux fait, que- c'est ça le problème, c'est qu'en fait, à un moment où James Bond devient juste un paramilitaire qui défonce tout, en fait, je préfère Gerard Butler parce qu'il est plus drôle, en fait. Daniel Craig, il redevient juste monolithique. À la limite, s'il se battait comme James Bond, ça me dérangerait pas, mais là, il se bat plus comme James Bond, il se bat contre un mec qui est un gros bourrin qui protège sa famille, mais il a... En fait, je trouve qu'il a plus aucune personnalité. Alors à ce que pour moment-là. le coup, c'est vrai que ça marche mieux dans la première heure du film. Dire, Ouais. une fois passé le générique, Ouais. pendant 1 heure, Ouais. le film est vraiment impeccable. C'est ça. Avec Simon, on s'est regardé, on était putain, mais en fait, c'est vachement bien parce que pour le coup, c'est enlevé. Il y a une scène d'action à Cuba qui est vraiment mortelle, quoi. Enfin, là où il rencontre une Bond girl qui est jouée par Anna de Armas, qui non seulement est une actrice absolument magnifique, elle joue super bien, le rôle est mortel, elle a 10 minutes à l'écran, la scène est géniale, il y a une vraie scène de bagarre, c'est vraiment drôle, il s'arrête en plein milieu d'un combat pour aller boire un petit shot de whisky histoire de se remettre d'aplomb avant de dézinguer les gars, quoi. C'est ça. Et là, à ce moment-là, James Bond, au début, dans cette scène-là, il se fait piéger plus ou moins. Et là, on a un peu Par peur Spectre, pour lui. ouais. Genre, il joue James Bond, il est en costard, machin, on comprend qu'il y Et a c'est du une gaz qui arrive vraie, sur lui. et c'est une Et vraie on a un scène peu de peur. 007 Ouais, c'est ça, entourée de méchants de mecs en costard qui ont vraiment des têtes d'enculés, quoi. C'est ça, ouais. Et là, tout d'un coup, on va t'avoir, on va tuer. Et en fait, c'est eux qui se font baiser comme des bleus. C'est ça. Avec des vraies idées pulp comme on retrouvait dans les Bonds d'avant, Ouais. avec genre un œil bionique qui est posé sur un coussin qui passe au milieu des invités parce que t'as un mec chelou qui la regarde. Et puis James Bond, ouais, à ce moment-là, il se bat pas comme un paramilitaire. Enfin, il se bat très bien, mais il y a défonce pas la ce gueule, côté, je suis un mec envoyé en commando pour massacrer une base entière. Parce qu'à la fin, en fait, il massacre quand même une base entière. Il Une doit base moche, flinguer d'ailleurs. bien 150 Une mètres. base tranquillement. avec un manque de fantaisie Ouais, visuelle c'est- absolument ça, c'est un des gros défauts déplorable. du Ah, James c'est- Bond. Ah, c'est pas C'est- quelle Adam ça la déco, hein, putain, Non. ça se voit. Hein. D'ailleurs, ça nous peut-être le moment de parler du point mode. Du un peu, point mode, effectivement, parce qu'on voulait y venir, parce que donc 007, ce n'est pas seulement des Vous femmes êtes et de vraiment des l'alcool. pétasses, quoi, Des femmes et franchement. de l'alcool, non mais la mode et les sables de manière générale sont quand même très importants dans les Bonds. Et Craig, dans à peu près tous ses films, et encore plus selon celui-là, il est hyper mal sapé. Il a des vilaines chaussures. Non, alors Si, ça, elles si, sont pas déjà, bien, ça c'est pas- vrai, mais Ce ça, qui pour un agent britannique est quand même. non, mais sur le ça c'est comble, vrai. d'avoir des Je vilaines sais qu'on chaussures. a parlé plusieurs fois avec Simon le fait que les acteurs dans les films ont souvent des pompes à chier, quoi. Mais là, en l'occurrence, tous ces costards sont hyper mal taillés. Ils pouchent. ils sont vraiment dégueulasses. Et non seulement quand il a un petit costard crème au début. En Italie qui pourrait être pas mal, mais le truc va pas du tout. Et après, genre, il porte. Enfin, il est genre. Là, quand il est en Norvège, il a un manteau dégueulasse. Et le pire, c'est son pull à la fin. Genre, son pull de commando de genre SS de Sa Majesté. C'est un col roulé. Non, c'est justement, c'est zut. pas un col roulé. Zut. Si encore ça avait été un col roulé, ok, c'est cool, c'est noble. Et puis c'est genre un agent secret anglais, c'est quoi. un col Là, Roulé, genre, c'est cool, c'est noble. non. Je me souviendrai de c'est celle-là. cool, c'est noble. Ah, mais c'est Roger Moore, quoi. Ouais, Ça, voilà, c'est Roger Moore, c'est Bond, quoi. Là, en fait, il a genre un pull militaire qui pourrait paraître assez normal, mais en fait, son col de devant est beaucoup trop haut. Et en fait, ça coupe tout. Le truc est beaucoup trop droit. Et le t-shirt ressort derrière, c'est hyper moche, c'est mal taillé. Et après, il sort, il a genre un pauvre t-shirt dégueulasse avec des bretelles. T'es là, putain, mais à aucun moment ça va, quoi. C'est un Bond qui a pas de style, en fait, qui a vraiment un style de bœuf. En fait, c'est un Ouais. Bond qui s'est fait piquer toutes ses fringues par les Kingsman, par les voilà, Kingsman, c'est quoi. ça, En fait, quoi. c'est ça, quoi. Ou par Tom Cruise, je sais pas. Même Tom Cruise est mieux sapé dans l'émission Impossible, c'est quand même dire, quoi. Alors que pourtant. Enfin, non, mais voilà, je pense que ça participe justement sur ce côté de Bond qui se cherche, justement, parce que clairement, quand ils ont commencé son run, ils savaient pas du tout dans quelle direction ils allaient aller, juste entre guillemets, qu'ils voulaient donner un coup de jeune à la franchise. Mais finalement, à force de tâtonnement et tous ces fils narratifs rouges qui ont été tissés au fur et à mesure des 4 films précédents, en fait, ça prend pas du tout parce qu'ils essayent de tout imbriquer avec Spectre, avec Quantum, avec Couscous Royal, avec Vesper et compagnie, et finalement, ça dure pas du tout. Et là, en plus, ils essayent de surrajouter une intrigue avec le nouveau méchant qui est joué comme une grosse chiasse
par Rami Malek. Oui, parce que j'allais dire quid des rôles secondaires. Qui a vraiment mais rien à jouer du tout quoi. Rami Malek, le perso est nul. Parce qu'il y a Christophe Waltz aussi qui réapparaît dedans. Ouais. Bah, qui pour le d'ailleurs coup, il est mieux que dans Spectre. Ah bah, carrément ouais. Mais genre Rami Malek en plus, il a vraiment non seulement c'est un plan à chier qui change, mais 3 fois dans l'heure quoi. Au moment le mec a aucune cohérence et en plus ils vont imbriquer son propre parcours personnel avec celui du perso de Léa Seydoux. Et en fait ça sert strictement à rien en termes narratifs ni en termes psychologique parce que c'est super lourdingue et ça alourdit toute la narration du film, ce qui fait que toute la deuxième heure pèse vachement de tension, alors qu'en général dans les bonds ça apparaît plutôt au milieu du film, ce qu'on appelle le fameux ventre mou bondien qui est dans strictement tous les 007. Au bout d'une heure de film à un moment tu te relâches un peu quoi, genre tu pars pisser ou t'es bon ça va, c'est genre plus tranquille, et là c'est juste dans la dernière heure et du coup ça gâche l'impact émotionnel qu'il voudrait donner au film, le côté vraiment tragique, le côté fin du run de Craig, en voulant en faire un grand truc mélo, violon et puis explosion, sauf que du coup en fait ça marche pas du tout cette fin émotionnelle avec les gamins qui jouent dans la flotte et tout, des machins comme ça pendant que t'as les trucs qui pètent autour. T'en viens à regretter le final de Skyfall du coup quoi. Non, parce que pour le coup le seul truc de bien dans la fin de Skyfall c'est que Judi Dench meurt et que son perso dégage quoi, parce que clairement je supportais pas son interprétation de M avec Craig quoi. C'était je préfère Ralph Fiennes qui pour le coup a vraiment cette tête de bureaucrate anglais que tu dis putain faut quand même pas trop le faire chier quoi. Et sinon, je rajoute un tout petit truc sur ce côté un peu ambivalent de James Bond. Quand tu parlais des personnages secondaires, c'est les hommes de main du méchant. Tu sais, c'est un peu le truc sympa dans James Bond. C'est quel est l'antagoniste contre qui il va se battre à la fin. Et là, t'en as deux qui sont présentés de manière assez sympathique. Les deux acteurs sont cool, etc. Sauf que James Bond les défonce en 2-2. Mais il y en a un, celui qui est le principal antagoniste, il se fait défoncer dans les 5 premières minutes du film en 2 minutes. Ça reste le gros méchant tout le film, mais tu te dis ouais j'ai 2h45 pour savoir que James Bond va affronter ce gars-là. Ouais, genre le mec il a vengé quoi, il est vénère. Sauf qu'en 3 minutes il l'avait déjà éclaté et le mec entre temps il s'est pas spécialement amélioré parce qu'il est quand même hyper inefficace. Il a même pas changé de coupe de cheveux en 5 ans. Oui ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est pareil, c'est deux incohérences qui m'énervent de manière générale dans les films, que les mecs ne changent jamais de gueule en 5 ans quoi. À part comme toi Erwan qui ne vieillit pas mais Oui mais moi c'est grâce au sang de vierge et au lait de yak. Toi tu es comme le homard, tu es un vieillissant mais... Voilà, mais donc voilà, sur ce bon, étonnamment, je partais perdant. Et j'en retire des choses quand même plutôt positives. Et en fait, ça m'a presque donné plus de sympathie pour Craig que je n'avais dans les autres bonds précédents, étonnamment. Oui, mais moi aussi, en fait. Ça, c'est curieux. Est-ce que c'est juste d'aller voir un James Bond en salle, mais même si j'ai vu tous les bonds en salle depuis GoldenEye, ils étaient à peu près tous pas terribles. Hein. Ouais. Moi qui suis pas fan de James Bond, je trouve que celui avec Michel Yeo est très bien. Ah là, bah moi c'est mon préféré. Alors c'est Alita Maori en plus, donc c'est pas forcément le meilleur réal de la Terre. Mais je crois qu'il est en prison lui maintenant, ce réal là pour. Non, il est pas en prison, il est reparti en Nouvelle-Zélande. Il a pas été pris pour faire du tapin. Alors s'il avait fait le tapin habillé en femme, il a essayé de corrompre un agent de police. Il a essayé de corrompre un agent de police infiltré en faisant le tapin. C'est pas celui avec Michel Yeo ça. Sauf qu'en fait comme il connaît tout sur. Ah si, c'est Spottiswood. Non, Alita Maori, il a fait le dernier de Brosnan, il a fait Meurant autre jour avec Halle Berry, ouais. Qui est sympathique aussi parce qu'il est un peu couillon, c'était le film des 40 ans. Il y avait des méchants cool en Brosnan, il y avait Robert Carlyle, Jonathan Price. Non, Carlyle c'est dans le monde ne suffit pas. Oui, mais c'est quand même la période Pierce Brosnan. Un des pires bonds de Le Monde ne suffit pas, c'est vraiment genre à chier mais de bout en bout quoi. C'est qui le gars dans Meurt un autre jour, le méchant, c'est celui qui joue dans Certain Heures. Exactement, ouais, l'anglais là, ouais. Qui est chouette. Exactement. L'anglais qui est chouette. Soyez plus précis, messieurs. C'est cool, c'est noble. C'est cool, c'est noble, c'est comme un col roulé. C'est vraiment le high level de la critique là. Mais donc voilà, ce Bond qui malgré ses lourdeurs narratives, on va dire, réserve quand même quelques plutôt bonnes surprises. Pour la suite, on attend, là, ils sont peut-être encore en train de chercher le nouveau Bond. C'est pas censé être une femme, le prochain Bond ? Non, bah apparemment non, parce que c'est marqué James Bond reviendra. Donc, a priori, ce serait pas tellement une fameux, quoi. Non, puis là, le personnage féminin qui reprend son matricule, en fait, est pas du tout exploité. Donc, alors que c'est con, parce que pour le coup, il est plutôt intéressant. Il le met au début sur un pied d'égalité avec Bond, et en fait, après, il le passe, quoi. Ouais, il la traite pas assez, quoi. Parce que... En fait, il est cool dans toute leur cool du film, quand ils sont à Cuba et compagnie, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ou alors quand on fait de la bagarre, après, pour le devenir, on ne sait pas, parce que la MGM qui détient les droits des 007 avec Kion a été rachetée par Amazon. Donc on ne sait pas trop le devenir du film, enfin, en tout cas de la franchise, mais bon... Vu que c'est quand même une de leurs grosses vaches à lait, il y a quand même peu de risques qu'ils la laissent tomber, quoi. C'est un des rares trucs que Disney n'a pas racheté. Donc oui. Alors que pourtant, la MGM est en faillite tous les 3 ans et c'est à se demander pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas lié 10 pauvres milliards de dollars pour la racheter. Franchement, ridicule. Nul Disney, nul, mais tant mieux quand même. Donc voilà, c'est le Bond numéro 25, No Time to Die. On a quand même échappé à la catastrophe parce qu'il va être réalisé par
Guy Ritchie ou Danny Boyle. Hein. Donc c'est quand même mieux d'engager ce petit Kari de Kari Fukunaga. Donc voilà, de toute façon, vous savez qu'il est en salle, allez le voir. Hein, si vous aimez la bagarre, le pif-paf, c'est quand même plutôt sympathique. Un bilan positif, mon cher Simon. Voilà, d'autant que ça marquait quand même, je rappelle, le retour de Simon en salle. On va quitter les sphères de l'espionnage et du wokisme qui a sclérosé apparemment. Ça avait l'air moyennement woke quand même, hein, James Bond. En tout cas, c'est très bien parce que ça fait hurler les vieux faf et les vieux racs de voir. C'est les mêmes qui gueulaient contre Mad Max Fury Road de toute façon, parce que la fille avait un rôle trop important. De toute façon, c'est ça, c'est les mêmes quoi. Donc. Exactement. Donc là, on va aller vers des sphères un peu moins MeToo. Dans l'Italie du milieu des années 70, bref, la meilleure époque du cinéma mondial. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Stylab et donc c'était le thème de Squadra Anticepio, donc aka Flic Engine, composé par Guido et Maurizio De Angelis, duo de frangins qui ont composé un sacré paquet de musique pour le polar italien dans les années 70 et 80, et ça tombe bien car c'est exactement ce à quoi nous allons nous intéresser dès à présent à l'occasion de la ressortie en DVD Blu-ray donc de Flic Engine chez Artus Film, film réalisé par Bruno Corbucci, sorti en 1976 et qui est le premier film d'une saga au long cours qui durera jusqu'en 1984 avec Pafol le flic, donc qui met oui j'y reviendrai après, mais c'est Papy qui donne pour ça aussi. Donc, qui met en vedette, en héros, en idole, en gloire, dirais, en mythe, donc l'un des plus grands acteurs de toute l'histoire du cinéma, pas seulement italien, mais du cinéma mondial, je dirais même. Donc, c'est Thomas Milian, qui était déjà une vedette du cinéma italien à l'époque, non seulement on va dire par ses rôles dans les films d'auteur, avec Visconti, Antonioni et compagnie, mais aussi déjà dans le western, avec son personnage de Cuchillo, le peon mexicain en prise avec la Révolution et ses contradictions, et après déjà dans le polar à la fin des années 70 avec, sous la caméra, notamment la caméra baveuse de Umberto Lenzi où il jouait Monezza, autrement dit poubelle en français. Il y a du Sergio Martino aussi, il y a du Martino aussi, c'est un peu mieux, qui tout ça à l'époque était sorti en DVD chez New Publishing dans une super collection de polar italien. Et donc là ce film à la base donc, qui met en vedette le flic Nico Giraldi devait être une variation autour du personnage de Monezza, mais pour des questions de droit ça n'a pas pu se faire, alors que le personnage est quand même peu ou prou le même, puisque donc le perso de Nico Giraldi est un flic, mais qui est un ancien voyou, un ancien truand, et donc il va déambuler dans les rues de Rome pour aller combattre le crime, combattre les voyous, puisque donc la brigade Anticepio c'est la brigade anti-vol, après il sera dans la brigade anti-mafia, dans la brigade anti-gang, il va à peu près faire tous les corps de police, y compris la brigade de l'autoroute. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très varié et très chamarré dans ses différents corps de métier au sein de la police. Tant qu'on le laisse faire de la moto. Ouais. Exactement, c'est ça. Et donc qu'est-ce qui fait la particularité des Flic Engine, on va dire de la CK de Nico Giraldi? Eh bien c'est vraiment la persona et le personnage de Thomas Milian, qui s'en donne à cœur joie dans un caboutinage que nous qualifierons de effréné et absolument réjouissant et merveilleux, et surtout dans sa passion immodérée et incommensurable pour les déguisements, à la fois d'avoir des bonnets de toutes formes et de toutes couleurs différentes, et autant dans celui-là il reste relativement sobre en termes visuels, c'est encore le point mode là, c'est encore le point mode, mais alors après c'est genre c'est même pas que c'est chamarré, mais c'est clairement c'est un défilé de basse couture, mais alors pendant 11 films ça va être un festival, une farandole, et c'est vraiment Thomas Milian qui par sa seule faconde, par son jeu, par sa bonhomie, par cette face d'ange au sourire incroyable et mal rasé, emporte l'adhésion, et qui justement participe à cette transition du polar italien qui partait des polars vraiment durs et vraiment hardcore et bien bourrin et hyper faf des années 70, les films de Castellari, donc les films de Martino, tout ça, où il avait la même chose qu'au western. Finalement c'est un basculement vers la comédie et vers des choses beaucoup plus légères. Là encore la bascule entre la comédie et le côté polar est un peu plus tenu, mais au fur et à mesure des films ça va clairement virer dans le grand n'importe quoi et la gloriole, parfois pour des très bonnes choses, notamment dans le 3 et le 4, et pas forcément pour les meilleurs, donc notamment dans le dernier avec Pafol le flic, qui est donc une enquête dans le milieu BDSM de Rome. C'est un peu son cruising à lui, mélangé avec la cage aux folles. Donc autour de cette table, jeunes gens, vous avez vu c'est pas Folfix, ce Flic Engine, c'est le premier avatar de la saga de Bono Corbucci, donc le frère de Serge, hein, mais qui est un peu moins tenu peut-être en termes visuels. Oui. Thibaut, allez. Oui, par où commencer Oui, en effet, le film est peut-être un peu moins tenu. Alors, en effet,
les costumes de Thomas Millian sont incroyables. Ce port du bonnet lors de la dernière scène dans l'ambassade, je n'en dis pas plus, est absolument magnifique. Et comme tu parlais un petit peu de ce basculement vers la comédie, en effet, tu sens que les répliques qui sont généralement situés entre le bas de la ceinture et le haut du genou, tu sens que c'est fait vraiment à faire marrer le public un petit peu en mode. Il y en a une qui est très très bonne, moi, qui m'a beaucoup fait rire. C'est, tiens, il voit un gamin, il dit, tiens, je sais que t'as 18 ans, parce que moi j'ai un petit neveu qui a 9 ans, il est à moitié con. J'ai adoré cette réplique. Et voilà, tu sens direct que par le jeu des répliques, le jeu de la répartie, tu vois qu'on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus bon enfant. Il y a une réplique, comment qu'il va voir une zouze qu'il est en train de draguer, genre il demande, mais vous avez l'heure, il est en train de regarder dans son soutif. Et il fait mais elle est pas là ma montre enfin mais quand on vous demande l'heure qu'il est, est-ce que vous dites qu'il est nichon moins le quart? C'est nul. Ah non mais même là quand il se rencontre avec les carabinieri et puis que bon papier d'identité et puis il doit aller sortir de son trou de balle, enfin bon bref. Tu sens qu'il y a quand même quelque chose qui vire vers la gaudriole et pourtant je trouve que le film même s'il est voilà, c'est du cinéma d'exploitation, tout ce qu'il y a de plus noble, et on est là vraiment pour divertir le spectateur. Mais je trouve qu'il y a un petit côté amoral quand même dans ce film, au travers de deux choses. Alors il y a la scène finale, on va pas trop en parler, mais voilà, qui explicite carrément le positionnement du maréchal, hein, parce qu'il est maréchal, qui explicite carrément le positionnement qui est vraiment à cheval entre deux mondes. Il y a ce côté, en fait, il y a trois éléments. Il y a le côté des méchants aussi qui sont pas arrêtés. Ouais, non, mais ils se cassent. Avec Jack Palance qui joue le grand méchant. Voilà, mais en fait, ils se cassent dans le. Enfin, qui joue. Qui est là, quoi. Il se casse dans le hors-champ, oui, mais non, mais il va partir aux États-Unis, bon, bref, passons machin. Les méchants, les arrestations, on s'en fout complètement. Et puis il y a surtout ce personnage, on est à peu près au milieu du film, qui est Mama Teresa, si je me souviens bien. Et elle dit quelque chose qui me semble assez central. Il y a son mari, voilà, bon, une petite blague, il y a son mari qui arrive et puis il fait, oui, t'es qui toi? Il fait, oui, c'est Nico, il a mal tourné, il est devenu flic. Et en fait, ça donne à ce film-là, derrière le côté gaudriole, bas du plafond, un petit peu avec des costumes chamarrés, il y a un petit côté amoral, en fait, qui fait franchement du bien et qui fait que le film, en fait, se suit, bien entendu, très agréablement. Beaucoup de plaisir, surtout quand on compte le nombre de faux raccords. Oui. Bien entendu, là, ça rythme encore plus. Je vais revenir vers vous tout à l'heure, Monsieur Fleuret, juste pour le point football, mais la parole à Justine. Non, mais je te rejoins complètement, Timo, sur ce côté amoral. Mais pour moi, il n'y a même plus de loi, il y a plus rien en fait dans ce film-là. Tout est pour l'honneur. En fait, tu regardes cette figure-là qui déambule à moto, qui poursuit les types, qui se fait arrêter tout le temps, et en fait, il fonce en fait, même s'il sait qu'il n'y a rien après, il y va quand même. Mais en fait, il a quand même, je trouve, l'incarnation, Thomas Millian là-dedans, c'est quand même un anti-héros. C'est-à-dire que c'est le gars qui est quand même hyper simplé. Tu le vois là dans sa chambre avec ses posters de Serpico partout, tu sens qu'il est vraiment animé par ça. Son rat s'appelle Serpico. Il a une figure comme ça où tu te dis, mais tu t'es pris pour... d'ailleurs, il emprunte beaucoup, bien sûr, Al Pacino, avec le bonnet, mais c'est incroyable. Bonnet, il porte 3 pulls. Et je trouve que ça, c'est vraiment ce gars un peu détaché, lunaire comme ça, qui se sent investi d'une mission, et tu sens qu'en fait c'est aussi un voyou. Et moi je trouve ça vachement bien dans ce genre de film, de montrer comme ça le penchant un peu moins élégant que dans les films d'avant, moins léché, où on est vraiment plus là avec les gros sabots, on y va, on rigole. En fait, tout le monde est un peu simple. Ou c'est pas un Maurizio Merli qui était justement les flics droits, hyper réactionnaires, surtout chez Maurice Merli. Un peu stoïque, quoi, j'allais dire. Tu vois, dans l'histoire, ça peut aussi faire penser au port de la drogue de Fuller. En fait, il y a une couche de vernis qui n'existe plus dans ces films. En fait, on a dit, c'est plus. Et puis avec un rapport, moi j'ai mais bon, ça c'est assez typique de l'époque en Italie, avec cette jouissance sadique qui est pas aussi extrême que chez un Fulci ou chez d'autres, mais avec deux trois petits, la scène de la boule de billard où un mec se fait mettre une boule de billard dans la bouche avec un petit coup sur le menton là pour lui péter les dents. Ça c'est pas mal du tout. Beaucoup de coups de pied dans les couilles. Les valseuses en prennent bien pour leur grade. Et puis cette scène de boîte de nuit qui est hallucinante de machisme. C'est incroyable. Incroyable. Où en fait, l'apparition de Thomas Millian sur la piste, putain, j'en pouvais plus. Quoi. C'est rigolé. Où il emmène sa copine, donc qui tomberait dingue de lui en 3 secondes, parce que c'est Thomas Millian, qui a un chapeau où il y a marqué Thomas Millian.
Pour vous dire, il se me fait même pas chier à avoir un chapeau. Il a pris son propre chapeau avec marqué Thomas Millian sur le chapeau. Acteur studio. Et donc voilà. Et en fait, il se fait passer pour un macro. Et alors donc, il retourne des beignes à la pauvre fille. Il la traite comme une merde. Et puis après, il la traite de pute devant tout le monde. Enfin voilà, c'est clair. Et la pauvre fille, elle repart. Elle sait plus comment elle s'appelle, quoi. Tu vois, je veux dire, tellement. Alors que d'un point de vue narratif, c'est totalement incohérent parce qu'il aurait très bien pu lui exploser le plan en lui disant je te préviens, je suis désolé. Et mais ça leur fait passer pour un type bien finalement quelque part. Donc on s'en fout. Voilà. Et donc cette amoralité, je dirais, voilà, elle va de pair avec cette espèce de sadisme. Alors mais c'est un sadisme c'est bizarre à dire, une espèce de sadisme bon enfant. Ouais, je sais pas comment dire ça autrement. Et formellement, c'est un peu dans la même veine que les films italiens des policiers des années d'avant. C'est moins tenu que du. Il y a moins de zoom. Et c'est moins tenu, je trouve, que du Castellari, moi. Je trouve. Oui, clairement. C'est moins tenu. Mais c'est mieux que du Lenzi. Même si Lenzi était probablement au meilleur quand il faisait ses polars que quand il faisait des films de cannibales ou bien des films de chevaliers où c'était clairement genre de la grosse merde. Mais non, ça reste vraiment dans la veine des polars années 70, par contre, voilà, en termes de filmage de poursuite, en termes d'amour des faux raccords. Et donc faux raccords, nu américaine approximative. Oui. Des fois, on voit plus rien, en fait. Ou alors, on voit bien que c'est le jour, on voit bien qu'il est 3h de l'après-midi. C'est incroyable. Et t'as l'impression que justement, cette espèce de déconnexion, en fait, tout est à rebours. En fait, le perso de Thomas Millian, il est toujours tellement atypique, tellement à contre-temps, que tu te dis, mais il va jamais y arriver. En fait, à la fin, il finit par y arriver. Mais c'est quand même incroyable comment ils arrivent à mettre en place genre une espèce d'intrigue qui commence dès le début par un gars qui monte son cul à des passants. Oui, ça c'est génial. En fait, il est en train de chier. C'est le programme du film. Le mec est en train de chier dans la rue. De faire semblant de chier. Oui, pour que les touristes le regardent et le prennent en photo pendant que ses potes ils dévalisent le bus. C'est comme une idée géniale. Et en fait, quand tu parles de trucs à rebours, je trouve qu'effectivement il y a ça, parce que d'une part, la fin du film renverse complètement le truc, et puis alors il y a tout ce rapport avec les méchants dans le film, que moi je trouve assez intéressant, parce qu'il y a un acteur dont je vous appelle le nom, mais dont on croit qu'il va être le grand méchant du film, avant que Jack Palance arrive, qui est, qui est un peu le chef, celui qu'on appelle le baronnet dans le film, qui est une espèce de chef de gang, de voleurs à la tire, et qui, plus le film avance, plus les voleurs à la tire deviennent sympathiques, en fait. Donc il y a une espèce de renversement, c'est-à-dire qu'on nous les présente comme le fléau de Rome, dans les années 70, et en fait, sauf qu'en fait il y a un fléau qui est supérieur, qui est Jack Palance et sa bande de trous de balles, avec un très bon barbu qui est très bien, que j'ai déjà vu dans plein de films aussi, qui est parfait, je trouve, en homme de main sadique. Un très bon barbu qui est très bien. Et donc c'est vraiment de la punchline ce soir. Je suis désolé. Mais voilà, et donc analyse avec un grand H. Et donc voilà, je trouve que il y a effectivement cette idée de. C'est là qu'effectivement c'est pas sérieux comme film, voilà. C'est pas fait pour être sérieux parce qu'effectivement les choses qui sont proposées dans le premier quart d'heure volent en éclats très très rapidement, voire sont totalement retroussées ou retournées en fait en fin de film. Et ça j'ai trouvé ça assez sympatoche en fait, moi je sais pas comment dire ça autrement. C'est agréable. Voilà, j'ai trouvé ça, je trouve c'est à la fois totalement pas important, mais ça a conscience de son peu d'importance, et comme ça a conscience de son peu d'importance, on se laisse aller gentiment, et Thomas Millian, comme il a justement cette persona qui fait que il est assez sympathique à suivre. Il y a ce plan génial, voilà, où après la nuit d'amour avec la fille qui nous est pudiquement voilée, cette nuit d'amour, mais on voit le lendemain de la nuit d'amour. Il y a un raccord chaussette, quoi. Voilà, il est en double chaussette bicolore avec un slip rouge et son bonnet, et il explique que quand il a fait certaines choses, en fait, il a souvent vachement froid après, et donc en fait, il a besoin. Voilà, c'est ça, le flic frileux, quoi. Enfin, je veux dire, on s'attendrait, et alors moi je trouve justement que ça, et je trouve justement que ça, comment dire, ça c'est parce que c'est vrai que le film est quand même, il y a une part de machisme qui est quand même très très présente dans le film. Très italien. Mais en fait que quelque part, c'est pas facile forcément à dire aujourd'hui, mais quelque part qu'il faut pas prendre au sérieux non plus, parce que le personnage est ridicule aussi, quoi. Il est pas présenté comme un modèle de virilité absolue qu'on aurait envie de suivre ou qu'il faudrait absolument admirer. Au contraire, Millian joue beaucoup justement de ce côté un peu crado, quoi, en fait, de ce côté barbe de 3 jours, odeur sous les aisselles et puis slip rouge, quoi, voilà, quoi, et je trouve qui fait que voilà, finalement c'est clair, c'est un film qui est plus du tout en phase avec le monde d'aujourd'hui, mais qui je trouve, en tout cas moi m'a pas semblé aussi détestable que d'autres films italiens que j'ai pu voir, qui, à mon avis, posaient beaucoup plus de problèmes dans le genre crapoteux, notamment, genre le Big Racket. Ouais, The Big Racket, et puis le truc avec les autostoppeurs. Le week-end de la peur. J'allais dire la loi de l'autostop, mais c'est. Le tueur. Non. Oui, celui qui se passe aux États-Unis. La de l'autostop. Je sais plus comment. La sorcière d'autoroute.
Je sais plus. Ah, je sais plus. Mais qui était un peu crapoteux aussi, quoi. Merci docteur. Alors pour finir rapidement, Thibaut, le point football, notamment AS Roma contre ces gros faves de la Lazio. Oui, parce qu'on voit un match à un moment donné dans le film. On voit un match de foot dans le film et puis je me dis putain c'est bizarre et tout. Je reconnais ce maillot. Alors, au début, je croyais que c'était le Torino. Il jouait avec le Torino. Et en fait, ça commence à parler de Chinaglia et tout ça, machin. Et en fait, c'est le derby de la ville éternelle. Donc, c'est le derby entre la Lazio et l'AS Roma. Et en fait, ce qui est bizarre, et il me semble que ça participe de l'amoralité du film, c'est qu'en fait, les personnages sont des fans de la Lazio de Rome. En fait, le président de la Lazio est explicitement cité. Il y a des joueurs qui sont explicitement cités. Chinaglia, qui était le capitaine de la Lazio dans cette période-là, est explicitement cité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 60, milieu des années 70, donc la Lazio est championne en 74, il me semble. Mais c'est qu'à cette époque-là, les joueurs de la Lazio, ce sont des gros gangsters, c'est-à-dire que ça se ramène avec des flingues dans les shorts, ça va faire des menaces à d'autres joueurs, du vrai football, quoi. aux gens, le football vrai, comme on dit actuellement, et du coup, il me semblait intéressant. En fait, il me semble que ou alors c'est moi qui extrapole totalement ma passion pour le football, mais faire de ces personnages-là des fans de la Lazio. Parce qu'être fan de la Lazio c'est pas innocent, puis c'est pas aimable. Voilà, tu dis pas trop que t'es un fan de la Lazio. C'est moins romantique qu'être un fan de la Roma ou du Torino, mais ou de Livourne par exemple. Mais ici, ça me paraît, il me semble que ça participe un petit peu du côté amoral. Bah voilà, on est des gros fans de la Lazio. Chinaglia, c'est un héros, alors que c'était des truands complets sur un terrain de foot et en dehors. Surtout que le personnage qui parle est un personnage de manœuvre. Qui fait croire qu'il est pote avec le président de la Lazio. C'est lui qui a conseillé le choix des joueurs et tout ça. Donc il y a un côté mafieux. Il y a un côté puis il y a un côté ridicule. Il y a une espèce de, je pense que les supporters sont un petit peu ridiculisés aussi de ce point de vue-là, quoi. Enfin moi c'est ma. Il me fait que le monde entier, comme disait Justine, en fait, c'est que le monde entier est totalement déliquescent en fait. Merci messieurs, donc c'était Flic Engine, donc avec vous l'avez compris le merveilleux Thomas Milian dans le film de Bruno Corbucci qui vient de ressortir en DVD Blu-ray dans un très beau coffret chez Artus Film. Avant les coups de cœur, Justine voulait apporter un peu de sérieux à cette émission avec le nouveau documentaire de Gianfranco Rosi, donc qui avait réalisé notamment Foucault Amare il y a 3-4 ans de ça, donc qui s'appelle Notturno. De quoi que ça cause Notturno, encore un sujet funky. Alors c'est vachement funky, surtout que je suis allée à la dernière séance dimanche matin à l'Arvor, donc à 11h, j'avais pas trop à quoi m'attendre, visiblement j'ai bien fait d'y aller. Alors de quoi que ça cause, Rossi a planté sa caméra pendant 3 ans à la frontière Kurdistan, Liban, Syrie et l'Irak, donc au Moyen-Orient. Et en fait, le film s'ouvre sur une assertion qui explique que le Moyen-Orient maintenant n'existe plus comme avec la chute de l'Empire ottoman, la Première Guerre mondiale. Il a été repris de façon ingérente par d'autres puissances. C'est encore la faute des Anglais. Voilà, on n'est pas loin. On n'est pas loin, sans doute. Que le commerce joue beaucoup là-dedans, etc. Donc, je pensais voir un film, on va dire, documenté, qui allait m'apporter des informations et des données factuelles sur justement ce qui se joue au Moyen-Orient. Et en fait, le contre-pied de ça, c'est que Rosi a choisi de ne donner rien du tout aux spectateurs, pas d'idées, pas de... il ne situe jamais ses personnages. On ne sait pas du coup si ça se passe au Liban ou si ça se passe au Kurdistan. On n'a aucune idée, à part si on est arabophone, on pourrait peut-être savoir de quel pays viennent ces gens. Mais en fait, non, il a choisi juste d'extraire les corps pour montrer que en fait, ceux qui souffrent le plus dans ces conflits-là sont les civils. Et du coup, il a choisi de mettre vraiment en image la morbidité de la guerre, mais en fait qui ne se joue jamais au premier plan, c'est-à-dire qu'elle apparaît toujours derrière. Et nous, on voit plutôt le quotidien des gens pendant 1h30, sans jamais vraiment les situer. Il n'y en a que 1 ou 2 qu'on nomme. Ils ont très très peu la parole. Donc en fait, c'est à la fois quelque chose qui est très beau visuellement, qui est presque un peu esthétisant, c'est-à-dire une forme d'esthétisation de l'horreur comme ça, avec laquelle j'ai encore un peu de problème, mais en même temps on voit vraiment le corps martyr et dans son pur quotidien, ce qui fait que c'est vraiment un film qui est assez déconcertant, parce que on n'a pas, nous en tant qu'occidentaux, aucun repère si ce n'est ce qu'il y a dans l'image, mais du coup on a une lecture qui est beaucoup plus fine, puisque comme ça ne parle pas, comme on ne connaît pas la langue
quand ça parle, et on ne connaît pas les gens, on ne sait pas où on est obligé en tant que spectateur de regarder l'image et d'être intéressé à tous les plans qu'il y a dans l'image pour avoir un peu des clés de lecture et nous faire notre propre avis. Et c'est en ça que j'ai trouvé ce film documentaire assez stimulant, en fait, parce que pour une fois, on est vraiment laissé à nos propres ressentis et ce qu'on est capable d'en faire, et c'est assez rare dans le documentaire de n'être pas du tout didactique et de faire un choix en fait très très esthétique. Pas de point de vue imposé en termes de discours, quoi. Jamais, si ce n'est que oui, il supplante, enfin l'esthétique du film, sa beauté plastique supplante parfois quelques images, et ce qui peut aussi poser problème, parce que on se demande dans quelle mesure lui n'a pas passé par exemple 3 mois à chercher un endroit pour avoir un parfait coucher de soleil et pour avoir quelqu'un, donc un jeune homme en l'occurrence qui s'appelle Ali, qui est pêcheur, enfin un pêcheur-chasseur. Et du coup, voilà, l'avoir en premier plan, donc c'est à la fois une beauté hyper morbide, mais en même temps une vraie beauté aussi. Donc c'est très, très délicat à prendre comme film, et j'avoue que je sais pas encore comment je me situe, si je suis d'accord avec ce parti pris esthétique, de le mettre, enfin justement de mettre l'esthétique en avant, mais en même temps je trouve que le souffle qui est laissé dans le film est ultra intéressant en termes de retour spectateur, quoi. Donc voilà. D'accord, merci Justine. Donc c'était Nos Tourneaux de Gianfranco Rossi. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Alors, les enfants, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez aimé? Justine? Alors, moi j'ai vu aux rencontres de films en Bretagne, enfin je l'avais vu juste avant pour préparer la séance, Les Autres Chemins, un film documentaire, encore une fois décidément, d'Emmanuel Lacosse, qui a suivi avec son mari pendant 3 ans également un jeune, un homme qui s'appelle Francky et qui fait partie de la communauté des gens du voyage en bordure de Rennes, et du coup qui est prof de boxe, et voilà, on le suit un petit peu dans toute sa vie. C'est extrêmement bien ficelé, il y a tellement de cinéma, et c'est encore un film qui laisse beaucoup de souffle, donc j'ai été beaucoup touchée par ce film. Et le deuxième film que j'ai vu, c'était A Scene at the Sea de Takeshi Kitano, que j'ai trouvé pareil absolument sublime, sur un jeune couple de sourds qui se mettent à faire du surf, et voilà, bon, c'est très très beau, et c'était mis en deuxième film ou troisième film, si mes souvenirs ouais, sont c'était bons. oui, c'est ça, au tout début de sa carrière. Tardivement en France. Oui. Et là, il était accompagné d'un ciné-concert de Florian Mona, et c'était les deux convergeaient parfaitement. Super film. Merci, docteur. Alors moi, ça sera une BD, voilà, une BD, on va dire sympathique mais déprimante, puisque ça sera l'album de Robert Crumb, Mes problèmes avec les femmes, consacré à ses obsessions de grosses cuisses et de ses expériences voilà, sexuelles dans les années 60. Donc c'est une BD qui est à la fois, moi j'ai toujours beaucoup aimé Crumb, justement dans ce avec tout le côté controversé qu'on peut lui trouver aujourd'hui, hein, mais j'ai toujours trouvé que c'était un super dessinateur, que c'est quelqu'un surtout qui a une franchise vis-à-vis de lui-même, qui moi je m'a toujours épaté, et par contre c'est une BD qui m'a absolument déprimé, parce que je me rends compte que je suis beaucoup trop d'accord avec lui sur certaines choses, notamment les choses qui sont pas marrantes, et c'est vrai que si tu veux tu peux lui en parler, il habite dans les Cévennes, hein. ouais non mais voilà, je me dis je suis déjà un vieux con comme Robert Crumb à 40 ans, et sans avoir le talent, donc ça m'a déprimé encore plus au carré. Donc ça m'a déprimé un petit peu cette BD. Mais sinon très bien. À propos du vieux con, Simon. Je te remercie. Donc moi, ça va être Le Témoin à battre de Enzo Castellari, dont on parlait tout à l'heure, avec un film bien, quand même un peu faf, on va pas se mentir, et bien noir et hyper déprimant. Peut-être un des polars italiens que j'ai trouvé les plus déprimants, et pourtant il y en a beaucoup de poliziotteschi, mais celui-là est vraiment vénère, avec une fin qui est la plus étonnante que j'ai vue, je pense, dans un film de ces années-là. Et sinon, ça va être Le Bras armé de la loi, le premier, qui est à peu près tout aussi déprimant, mais avec des scènes d'action qui sont assez formidables, et pareil politiquement, sûrement un peu... Enfin, c'est sûrement plus compliqué que ça, je sais pas exactement. C'est compliqué. Ou très à gauche, je sais pas. Voilà. Merci Simon. Carrément Floré. Alors, revenons aux choses sérieuses. Oui, un peu de choses sérieuses. Donc un homme, Karim Benzema, le Nouébé, ou le Diez Nouébé en équipe de France, voilà.
Voilà, pour son match. Un esthète. Voilà, Voilà, peut-être mais ça, le prochain Ballon d'Or, nous verrons. Même s'il est lyonnais, tous les fans de football oui, c'est vrai. aiment Karim Benzema. Et moi, j'espère. Dis-toi que si on aime Karim Benzema, c'est aussi un peu à cause ou grâce à Jean-Michel Aulas. Mal au cul. Hein. Non, ça fait... ouais, non. Mais visiblement, Jean-Marie Le Pen l'a remercié aussi. Oui, Mbappé. Mais je crois qu'il remercie tout le monde, Jean-Marie Le Pen, ces temps-ci, comme on lui demande son avis. Ça sent le sapin. Sur Bernard Tapie, sur Éric Zemmour. Ça sent le sapin, c'est genre il commence à mollir. Il délivre ses dernières vérités. Ouais. Alors, et moi pour finir, donc ce sera revoir Hit de Michel Mann à l'Arvor ce dimanche sur grand écran. C'était absolument merveilleux. Le film est toujours aussi chef-d'œuvresque. Et sinon, un film que j'ai découvert très récemment, donc c'est Lone Star de John Sayles, magnifique néo-western de 1996, absolument bouleversant. C'est avec Matthew McConaughey. Avec Matthew McConaughey quand il est jeune, avec Chris Cooper, avec Chris Christopherson, voilà, quand même. Mais c'est super bien. Et je pense que John Sayles, ça mériterait qu'on s'y intéresse parce que j'ai lu une de ses. C'était dans mes parce que je pense que c'est un cinéaste. Là, j'ai lu un article dans SoFilm et je me suis dit, mais en fait, à la Cinémathèque la semaine je pense que ça vaudrait le coup de revoir ce mec-là parce que je pense que c'est un cinéaste un peu sous-coté. Il a quoi d'autre sinon il a fait en fait pas tant que ça de films connus. En fait, Lone Star, ils sont plus connus. Il a fait Watma en 87 avec des mineurs, tout ça, qui se tapent contre les patrons, qui sont des enculés, tout ça. Mais ça te plaît rien, tout ça, c'est bien. Je te filerai. Donc merci messieurs, merci mademoiselle, merci à Valentin à la technique. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Ching Chong-ri probablement. D'ici là, portez-vous bien. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut. Bonsoir.